Ça sert aussi aux autres. Ouais, donc l'idée c'est de faire ce soir un récapitulatif sur tout ce sujet-là, parce que le sujet donc c'est ce qu'on appelle les Yud Gimel Midot chez la Torah Nidreshet Bahem. Les 13 méthodes en réalité, à partir de laquelle les Chachamim, ils analysent les versets. Alors on va voir ce que ça veut dire analyser. Les versets de la Torah pour déduire des lois qui sont des lois de la Torah, mais qui ne sont pas forcément dites explicitement. Okay. Alors, comme on va le voir déjà, donc déjà, la Torah Nidreshet d'Arash, dans la Torah elle-même, c'est un verbe qui veut dire interroger des témoins. Donc, en réalité, c'est quoi l'idée? C'est que quand on a des témoins, les témoins, ils se présentent spontanément au tribunal pour dire, voilà, on a vu ceci, cela. Mais on sait très bien que ce que un témoin il dit de lui-même, c'est pas forcément toute la vérité. Il y a des choses auxquelles il n'a pas pensé, machin, qu'il a vu, ok? Et donc, tout le travail du juge, de l'enquêteur, c'est de l'interroger, de soulever les incohérences, les non-dits, les présupposés implicites de son discours pour faire ressentir les choses. Donc, être Doresh à Torah, c'est ça. C'est pas inventer des choses. C'est aller fouiller dans la Torah quels sont les éléments qui sont pas dits explicitement, mais qui en réalité sont induits par la structure du discours. Okay. Et de ce fait, pour reprendre l'exemple que j'abordais là, on est dans une sugia qui porte sur ce qu'on appelle korban olev et yored. C'est un type de sacrifice qu'on apporte dans certains cas, et ce qu'il a comme spécificité, c'est que il est de valeur variable en fonction des moyens de la personne qui a fauté. S'il est riche, il amène une brebis. S'il n'a pas assez d'argent, il amène des oiseaux. Et s'il a encore moins d'argent, il amène de la farine. Et le verset, il dit, soit il apporte ce sacrifice-là, soit parce qu'il a prêté un faux serment ou il a juré en vain, soit qu'il a fait un truc en étant dans un état d'impureté, et il avait oublié qu'il était dans un état d'impureté. Okay. Et on ne sait pas c'est quoi le truc. Okay. Et donc, tout le travail du Talmud dans ce passage-là, c'est d'analyser de quoi il s'agit exactement en cherchant d'autres versets qui parlent de « il ne faut pas faire ça quand on est dans un état d'impureté », etc. etc. Okay. Donc, c'est ça le travail. Et donc, typiquement, ce travail-là, il consiste pas à prendre les versets de manière isolée, d'accord? C'est pas une analyse mot à mot, verset par verset, mais c'est au contraire d'aller chercher dans différents passages de la Torah des trucs qui rentrent en résonance ou en discordance. Okay, c'est ça le travail qui va être fait. Et donc il y a 13 midot. Alors en réalité, déjà le premier problème qu'on a vu en étudiant ce texte-là, ah oui, donc et cette liste des 13 midot, elle est au nom de Rabbi Ishmael, qui est un des sages du Talmud, la même génération que Rabbi Akiva, etc. Donc, première moitié du deuxième siècle de l'ère civile. Okay. Et cette liste-là, qui est donc une braïta, c'est un enseignement de l'époque des Tanaïm qui n'est pas dans la Mishnah, mais il est mis en introduction d'un texte de l'époque de la Mishnah qui s'appelle le Sifra ou Torah de Kohanim, qui est un midrash halachique sur Vayikra, sur le livre du Lévitique, c'est-à-dire sur le livre de la Torah qui contient justement toutes ces lois hyper compliquées, des sacrifices, de l'impureté, de machin et tout. Et c'est des lois très compliquées et on a l'impression que c'est hyper exhaustif parce que c'est hyper détaillé. Mais justement, quand on essaye d'avoir un truc vraiment exhaustif, on se rend compte qu'il y a plein de trous. Donc, il faut bien savoir comment ces trous-là, il faut les remplir. Et donc, c'est pour ça que c'est placé en introduction de ce texte-là. Et nous, on travaille ici à partir d'un commentaire qui s'appelle le Midot Aaron, qui est donc la première partie d'un livre qui s'appelle Korban Aaron, qui est un commentaire du XVIe siècle d'un rave marocain sur ce Torah de Kohanim. Et donc, ce rave marocain, c'est vraiment l'école, l'héritier de l'école logicienne espagnole. C'est-à-dire que Maïmonide a vraiment
lui introduit la logique formelle aristotélicienne dans l'étude de la Torah, et qu'il y a toute une école espagnole à sa suite, notamment Rav Yitzhak Panton qui a écrit Darkei Talmud, etc., qui ont cette approche. Voilà, on va essayer de faire rentrer ça un peu dans les cadres de la logique aristotélicienne. Ok. Ça, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et donc, on essaye d'avoir, de faire en sorte que voilà, ça rentre dans des cadres. Donc, d'ailleurs, la première chose que le Midot Aaron fait, c'est de dire, OK, tu me dis qu'il y en a 13, mais en fait, quand je compte la liste que tu me donnes, il n'y en a pas 13, il y en a 16, donc comment tu les regroupes, etc. Bon, ça, je rentre pas dans le détail. Mais donc, la liste, elle est la suivante. J'essaie de la faire de tête. Donc, il y a Kal Vachomer, littéralement léger et lourd. On va voir ce que ça veut dire. Gezer Hashava, le fait de relier arbitrairement deux mots. Binyan Av, la construction d'une catégorie. Et ce qui se dit en Binyan Av Mikatuv Echad, Binyan Av à partir d'un seul verset, ou Binyan Av Mishtek Tuvim, Binyan Av à partir de deux versets. Klal ou Frat, un cas général suivi d'un cas particulier. Prat ou Chlal, un cas particulier suivi d'un cas général. Klal ou Frat ou Chlal, un cas particulier entre deux cas généraux. Klal Atzereli Frat ou Prat Atzereli Chlal, un klal qui a besoin. Donc un klal, un cas général qui a besoin d'un prat, d'un cas particulier, pour que sa définition soit claire, et inversement. Et ensuite, kol hayotze min haklal lelamed, lo lelamed ala smol asa lelamed ala klal kul asa, toute chose qui était déjà incluse dans un klal, et qu'on répète comme cas particulier, c'est pas pour apprendre quelque chose sur lui-même, mais c'est pour apprendre sur le klal général. Pour l'instant, on est là. Et après, etc., etc., en tout, il y en a 13. Okay. Oui, vas-y. Juste quand tu traduis Midot, du coup. Alors, Midot, c'est pas très clair. Normalement, une Mida, c'est une mesure. D'accord? Madad, ça veut dire mesurer. Et donc, une Mida, ça peut vouloir dire une mesure, ça peut vouloir dire un attribut, ça peut vouloir dire une vertu. Ici, en réalité, voilà, c'est une méthode. Voilà. C'est une méthode. Okay. Et donc pour le dire très rapidement, donc je vous fais un peu voilà, le parcours sur les midotes, où on en est. Kal Vachomer, voilà en gros comment ça fonctionne. On traduit souvent raisonnement a fortiori, mais en réalité, c'est pas du tout un raisonnement a fortiori. Kal Vachomer, ça fonctionne un peu comme un tableau à double entrée. C'est-à-dire, typiquement, vous allez avoir donc les versets de la Torah, ils définissent des objets halachiques, okay, qui ont des propriétés. Et typiquement, un Kal Vachomer, comment ça fonctionne? C'est on a un objet A, dont on connaît deux propriétés, une propriété A et une propriété B. Et la propriété A, elle est Kal, elle est légère, d'accord, et la propriété B, elle est Chamour, elle est lourde. Et après, on a un objet 2 qui, au niveau de la même propriété A, lui, il est déjà Chamour. Et donc, dit le Midot Aaron, c'est une Mida qui fonctionne sur la différence. D'accord? Il y a une tension au niveau de l'objet 1 entre la propriété A qui est Kal et la propriété B qui est Chamour. On a une tension entre l'objet 1 et l'objet 2 au niveau de la propriété A, où il y en a un qui est Kal et l'autre qui est Chamour. Et donc, si, en gros, l'idée générale, c'est que si déjà l'objet A, l'objet 1, il a la propriété B qui est Chamour, alors même qu'il est Kal en A, alors Kal Vachomer, que l'objet B qui est déjà Chamour en A, il sera aussi Chamour en B. D'accord? Donc ça va être un transfert de propriété. D'accord? C'est une tension qui appelle une résolution. Et après, comment ça va fonctionner? Les raisonnements dans le Kal Vachomer, c'est souvent, on va essayer de réfuter ce Kal Vachomer. En gros, il y a deux façons de réfuter le Kal Vachomer. Soit on fonctionne au niveau de l'objet 1, soit on fonctionne au niveau de l'objet 2. L'objet 1, ça va être de dire, non mais attends, tu me dis qu'il y a une tension entre A et B. A il est Kal et B il est Chamour, mais je te montre une propriété C
qui est aussi chamour. Et donc, en réalité, la propriété B, elle est pas en tension avec le A, elle est en harmonie avec le C. Okay, et que donc, dans l'objet 2, où il n'y a pas cette propriété C, alors il n'y a pas forcément la propriété B qui est chamour non plus. Ça, c'est un premier mode de résolution. Ou le deuxième mode, ça va être aussi dans le deuxième objet, en montrant que finalement, pareil, cet objet-là, il a d'autres propriétés cales, et donc on n'est pas obligé de déduire. Et en général, alors parfois le Calvar-Homer il fonctionne, et parfois quand on fait une réfutation du Calvar-Homer, ce qui va se passer, c'est que on va objecter au Calvar-Homer, ok? Par exemple, selon le premier mode. Et donc, à ce moment-là, on va faire appel à un objet 3, qui a aussi la propriété B, mais qui n'a pas la propriété C. D'accord ? Et donc, on va refaire mouliner le truc, et en général, on va aboutir sur un tsad hachavé, d'accord ? C'est-à-dire une propriété commune. Et en réalité, on va faire ressortir au niveau des objets 1, 2, 3, 4, parfois ça peut jusqu'à 5, le fait que ils ont tous une propriété commune, qui va être une propriété voilà, X, qui va expliquer pourquoi est-ce que ensuite ils ont les propriétés C, D, E en commun, même s'ils n'ont pas la propriété A en commun. Okay, et donc ce tsad hachavé, dit le commentateur, en fait, c'est ça qu'on appelle binyan av. D'accord ? Binyan av, qui est la troisième mida, ça fonctionne sur ce mode-là, qui est cette idée qu'on va construire un ensemble à partir d'une propriété commune. Et donc ça, c'est un peu le cas d'Archomer, dans le Midot Aaron, ça fait, je crois qu'on a passé 25 pages, on a passé 3 mois dessus. Okay, c'est très long, il y a plein de détails, il y a plein de débats et tout, je vous les refais pas, mais tout est enregistré si ça vous amuse. Mais en gros, c'est ça l'idée, et c'est la seule qui est bâtie sur cette notion de différence. Okay, et ensuite, la deuxième mida, qui est Gezer HaShava, elle, ça fonctionne sur une égalité, mais qui n'a pas une égalité conceptuelle, qui est un espèce d'artifice rhétorique de la Torah, que parfois la Torah, elle va dire des mots en trop. C'est-à-dire, tu analyses un verset, et tu te dis que, attends, le verset, tu pourrais enlever ce mot-là, il dirait exactement la même chose. Okay, et que donc, ce mot-là, il n'a pas de fonction dans le verset en propre, il a une fonction comme si c'était un appel de notes, qui renvoie à un autre verset, où ce mot-là, il est aussi en trop. Okay, c'est ça qu'on appelle Exera Shava, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des mots Mila Mufna, littéralement un mot qui est vidé, qui est vidé d'un sens propre là où il est, donc qui devient libre, d'accord, comme une sorte de radical libre, et qui fait que c'est comme si on avait deux appels de notes qui se renvoient l'un à l'autre. Okay, alors là aussi, il y a plein de détails, parce que déjà, savoir est-ce qu'un mot, il est vraiment vide de sens, donc libre, c'est pas un truc qui est forcément évident, d'accord ? Ça demande une analyse du sens du verset pour pouvoir dire, ben voilà, effectivement, ce mot-là, il est libre. Et ce qu'on dit classiquement dans le Talmud, c'est que une Xera Shava, c'est pas quelque chose qu'on peut déduire de soi-même. Il faut avoir eu une transmission d'un maître pour savoir qu'il y a une Xera Shava. Or, le gros problème si on dit ça, si on le prend au pied de la lettre, c'est de se dire, mais alors, si Xera Shava, c'est un truc qu'on a reçu, okay, comme ça, qu'on nous a enseigné, et qui vient depuis Moshe Rabbeinu, comment il peut y avoir des débats sur Xera Shava? Okay. Or, on voit dans la Gemara que même quand deux sages ils admettent qu'il y a une Xera Shava, ils ne sont pas d'accord sur comment elle fonctionne exactement. Et en fait, les commentateurs, ils expliquent que ce qui a été transmis depuis Moshe Rabbeinu, c'est pas voilà, entre tel verset et tel verset, tu as tel et tel mot qui font une Xera Shava et dont on déduit telle loi. En réalité, ce que les Chachamim ils ont reçu, c'est que entre tel verset et tel verset, il y a une Xera Shava qui existe. Okay, mais après,
de fait, le travail qu'il y a, c'est, attends, c'est quoi parce qu'il y a, s'il y a que deux mots en commun, ça va. Mais déjà, une Xerashava, c'est pas forcément exactement sur le même mot. Ça peut être sur deux mots différents, mais qui connotent la même idée. Et après, parfois, il y a plusieurs mots qui sont identiques dans les deux versets. Et donc, toute l'analyse, elle va être, dans chacun des versets, quels sont les mots qui sont en trop, et qui servent donc à la Xerashava. Or, si tu as ici le mot A et le mot B, et là-bas le mot A et le mot B, si tu décides que c'est le mot A qui est en trop, alors ça veut dire que le mot B, il a un sens dans le verset. Okay, et donc il détermine le sens du verset. À l'inverse, si tu décides que c'est le mot B qui est en trop, donc c'est le mot A qui détermine le sens du verset. Donc il y a plein d'analyses comme ça, de comment est-ce qu'on construit le sens de chaque verset pour déduire quel mot est en trop ou pas. Okay, ça c'est Xerashava. Donc ces deux midotes-là, elles sont vraiment à part. Okay, et après, à partir de Binyan A avec la Loufrat, etc., on rentre carrément dans un autre sujet, qui est vraiment ce qu'on pourrait appeler la théorie des ensembles talmudiques. Okay, il y a une idée qui est au fondement de toute la logique qui va être développée, qui est que, en fait, la Torah est censée traiter de tous les cas possibles. Par définition, elle ne peut pas s'amuser à faire la liste de tous les cas possibles. D'accord ? La Torah ne peut pas être un livre de fait infini. Forcément qu'il y a un début et une fin. Donc, il y a un principe d'économie dans la Torah que ce qu'elle énonce a un champ d'application plus large que le cas précis dont elle parle. Et donc, il y a une notion fondamentale qui est que quand la Torah parle d'un sujet, d'un objet halachique, en réalité, cet objet halachique engendre de lui-même une catégorie. Okay. Sauf que cette catégorie, si on n'a que un objet, la catégorie qu'il engendre, elle est floue. Okay. Cette mida-là, le Talmud, il appelle ça Mamatsinu. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a trouvé ? D'accord ? On a analysé tel objet halachique, on a déterminé qu'il avait telle et telle et telle propriété A, B, C. Okay ? Donc maintenant, si je trouve d'autres objets qui ont les propriétés A ou B ou C, eh ben, je vais avoir tendance à l'assimiler à la catégorie qui est naturellement engendrée par cet objet. Okay. Donc, mais on voit bien que c'est un peu compliqué parce que c'est facilement réfutable. Je te trouve un autre exemple où, voilà, où je vais revenir justement sur le Kal Vachomer. J'ai trouvé un troisième objet halachique qui a un autre cluster de propriétés qui fait que ton Mamatsinu il fonctionne plus. Okay. Si je parle fort, c'est bon signe. C'est que je suis dans mon truc. Et donc, là, on arrive à la première mida, qui est le klaluprat. D'accord ? Klaluprat, c'est typiquement une catégorie générale suivie d'un ou plusieurs cas particuliers. Par exemple, quand la Torah va te dire si tu dois apporter un sacrifice, mina behema, à partir d'un animal, okay, mina bakar ou mina tson, d'accord ? Il faut que ce soit d'un ovin ou d'un caprin, ou d'un bovin ou d'un ovin. Okay. Et bien justement, tu n'as pas besoin de me dire d'un animal, d'un bœuf ou d'un agneau. Okay. Dis-moi d'un bœuf ou d'un agneau, j'ai compris que tu parles d'un animal. Mais précisément, si j'avais juste dit d'un bœuf ou d'un agneau, eh ben, ça ne se limite pas au bœuf ou à l'agneau. J'aurais pu commencer à construire un binyan av. J'aurais cherché les propriétés communes au bœuf et à l'agneau et j'aurais inclus tous les autres animaux qui ont les mêmes propriétés que j'aurais déduit. Donc en réalité, et c'est très paradoxal, si j'ai un klal BMA suivi d'un prat bakar vetson, eh ben, ça m'enseigne qu'il n'y a dans l'ensemble de BMA que les éléments Bakar Vetson. Okay. Donc en réalité, le klal ou prat, ça veut dire que le klal est réduit au prat. L'ensemble est réduit aux éléments explicitement mentionnés. Okay.
à l'inverse, le prat uchlal, d'accord, où je vais avoir un ou plusieurs éléments discrets suivis d'une catégorie générale, ça vient me préciser l'extension de l'ensemble qui est naturellement généré par les cas particuliers. Okay, donc ça veut dire que si j'ai un prat ou klal, ça me permet de dire que, en fait, le prat, je l'élargis jusqu'aux dimensions du klal. Okay. Donc ça, c'est vraiment les deux notions de base. Okay. Et ensuite, on passe au klal ou prat. Alors, attention, et là-dessus, il y a une discussion entre chachamim. C'est-à-dire que Rabbi Ishmael, lui, il tient que ça fonctionne comme klal ou prat ou klal. Mais il y a d'autres Chachamim, Rabbi Akiva notamment, où à chaque fois qu'il va y avoir un cas particulier suivi d'un cas général ou inversement, lui va pas lire ça de cette manière de on réduit l'ensemble à ces éléments ou on élargit les éléments à l'ensemble. Lui, il va le lire selon le mode de ribouille ou miout, d'accord, une extension et une restriction. Et donc lui, quand on va avoir typiquement un cas général suivi d'un cas particulier, il ne va pas considérer qu'on réduit au cas particulier, mais que les cas particuliers viennent juste restreindre la catégorie générale, et que donc on va pas prendre toute la catégorie générale, mais on va prendre un sous-ensemble qui est déterminé par les éléments qu'on a mentionnés. Donc on va déterminer un sous-ensemble, mais qui n'est pas réduit au cas particulier. Et ce truc intermédiaire, pour ceux qui tiennent klal ou prat, qui est réduit au prat, eux, ils vont faire ça dans le cadre de klal ou prat ou chlal, c'est-à-dire un cas général suivi d'un cas particulier suivi d'un cas général. Où là, l'idée globale, ça va être que les cas particuliers vont générer un ensemble qui est plus large qu'eux-mêmes, mais pas aussi grand que le klal, et dont l'extension va être définie typiquement par les propriétés communes des différents cas particuliers qui ont été énoncés. Et donc, typiquement, on peut faire la souga, c'est intéressant. Et donc, toute la problématique va être quelles sont les propriétés communes qu'on prend en compte. Et ça va être un gros débat. Typiquement, c'est pour ça que j'ai parlé dans les précédents cours de sémiologie, parce que, justement, en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de faire un travail sur qu'est-ce que c'est qu'une définition. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un objet? On est en train de parler depuis tout à l'heure d'objet halachique, de propriété halachique, etc. Et typiquement, finalement, est-ce qu'un objet se réduit à l'ensemble de ses propriétés? Ça, c'est une grande question qu'on peut avoir. Alors, c'est un truc que je cite souvent, mais c'est un philosophe que j'aime beaucoup, que je vous incite à lire, parce que c'est quelque chose dont on ne vous parlera pas en fac de philo, mais c'est un très très grand philosophe qui s'appelle Shaul Kripke. Shaul Kripke, qui a écrit un livre qui s'appelle en français La logique des noms propres. Shaul Kripke, c'est un logicien à la base, juif comme son nom l'indique, évidemment, qui a, quand il n'avait pas encore 20 ans, qu'il a inventé ce qu'on appelle la logique modale. La logique aristotélicienne classique, c'est la logique propositionnelle. Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. D'accord? L'opérateur là-dedans, c'est le verbe être, d'accord? C'est la copule. Lui, il a développé la logique modale qui, au lieu d'avoir le verbe être, c'est pouvoir, devoir, vouloir, etc. Et donc, ça crée une logique qui fonctionne à peu près comme la logique propositionnelle, mais sur le mode de la modalité. Et dans la logique des noms propres, justement, il développe ça. C'est-à-dire qu'il dit, dans une logique propositionnelle classique, on est dans une logique aussi définitionnelle. Socrate est un homme. Tous les hommes sont mortels. Je définis les propriétés
d'un objet. Socrate a comme propriété d'être un homme, d'appartenir à l'ensemble homme. L'ensemble homme est défini par la propriété d'être mortel, etc. Et lui réfléchit si on fonctionne en termes de modalité et donc de possibilités. Il dit par exemple, dans un exemple, il dit, voilà, c'est la logique des noms propres déjà. Donc il dit par exemple, on prend Nixon, c'est son exemple à l'époque. Okay. Richard Nixon, je peux le définir. Richard Nixon est né à telle date de monsieur et madame Nixon. Il a été élu président des États-Unis en tant que représentant du Parti républicain. Et à la suite du scandale du Watergate, il a dû démissionner. Okay, c'est une très bonne définition du président Nixon. Okay. Richard Nixon. Maintenant, je réfléchis. Tout ça, j'ai énoncé un type de propriété. Imaginons, il n'y aurait jamais eu le scandale du Watergate. Est-ce que Richard Nixon est toujours Richard Nixon? Oui. Richard Nixon n'aurait jamais été élu président des États-Unis. Ce serait toujours Richard Nixon. Richard Nixon serait né d'autres parents, mais il aurait eu le même destin. C'est toujours le même Richard Nixon dans une autre réalité. Il se serait appelé autrement. Ce serait toujours le même. Okay. Donc c'est quoi finalement les propriétés essentielles et les propriétés secondaires? Et il dit en réalité, bon, ça c'est pour Richard Nixon, pour un nom propre, pour un individu, mais en réalité même les espèces, les catégories générales, je peux faire varier comme ça, d'accord? Je peux définir un tigre. Je peux dire un tigre, c'est un gros félin carnivore avec des rayures noires et oranges qui vit dans la jungle. Pas mieux définir un tigre. Maintenant, imaginons sur une autre planète, les tigres vivent dans le désert. Est-ce que c'est les tigres martiens qui vivent dans le désert ou c'est déjà plus des tigres? Okay. Ou si sur Mars, les tigres ils vivent dans la jungle, mais ils ont des rayures vertes et bleues. Ou alors ils n'ont pas de rayures, ils ont des pois. Est-ce que tu vas me dire que les tigres vénusiens, ils ont des pois? Ok. Ou à l'inverse, ils ressemblent à des tigres, ils vivent dans la jungle, mais en fait leur anatomie intérieure c'est celle d'un reptile. Donc je vais te dire, les tigres de Jupiter c'est des reptiles. Okay. Donc il part là-dessus. Alors je fais tout ce détour-là parce que justement la question qu'il y a eu, une des sougiotes classiques dans Klal ou Prat Uchlal, c'est au niveau des sauterelles. C'est-à-dire que les sauterelles, le verset de la Torah, en gros, il dit voilà les insectes que vous pourrez manger, tout ce qui a 2 pattes à ressort et 4 autres pattes et des ailes, et qui sont des sauterelles. Okay. Donc ces propriétés-là que j'ai énoncées, alors, il dit ça, et ensuite il cite aussi différentes espèces de sauterelles, voilà, des sous-espèces de sauterelles avec des noms spécifiques, et il faut que ça s'appelle sauterelle. Okay. Et donc, j'ai 2 clals. J'ai un clal qui est j'énonce des propriétés communes. Après, j'ai un trat, j'énonce des sous-espèces. Et après, j'ai de nouveau un clal qui est tout ça, ça s'appelle des sauterelles. Okay. Et donc, toute la question, c'est de savoir, finalement, tu m'as énoncé des propriétés communes, mais après, tu m'as énoncé certaines sous-espèces. Et ces sous-espèces, elles ont d'autres propriétés communes ou pas? La forme de la queue, la forme du museau, etc. Et quelles sont les propriétés que je vais considérer comme étant constitutives de... Ça s'appelle une sauterelle. Et quelles sont les propriétés que je vais considérer que, bah non, c'est pas grave, la forme du museau ou pas, c'est quand même une sauterelle. Et le fait que tout ça, ça doit quand même rentrer dans une catégorie de ce que les gens appellent sauterelle. Tout ce débat-là. Et ensuite, le grand débat qu'il y a sur ce klal ou prat uchlal, qui est donc avec 3 termes, il y a un grand débat dans la Gemara sur savoir comment il est construit exactement. Parce que c'est klal ou prat uchlal. Donc on peut le considérer comme un klal ou prat ou un prat uchlal. Je m'explique. Si c'est un klal ou prat, en fait c'est klal ou prat uchlal. Ça dépend où je mets les parenthèses. Ok, c'est comme l'ordre des opérations. Si vous faites un peu de maths, t'es là-dedans, toi? Informatique, ok. Donc cette question de savoir dans les opérateurs si est-ce qui est priorité gauche-droite ou droite-gauche, c'est une grosse question. Ben, c'est exactement ça, tu vois. Est-ce que je vais dire c'est klal ou prat uchlal, c'est-à-dire c'est un klal ou prat
Donc normalement, le klal devrait être réduit au prat, mais le prat est lui-même un prat uchlal, donc plus large que le prat même. Okay. Ou est-ce que je vais dire que c'est un klal ou prat uchlal? Donc c'est un prat uchlal, et donc je vais élargir au prat, sauf que mon prat lui-même est de la forme klal ou prat, donc il est plus réduit. Okay. Et donc, au final, ça revient à peu près à la même chose. Mais justement, le fil va être, est-ce qu'on est plutôt dans la tendance à l'élargissement ou dans la tendance à la restriction? Et donc, si on est dans la tendance à l'élargissement, on va prendre comme critère que les critères de base. Okay, donc, on va inclure plein de choses, même s'ils ont des propriétés secondaires différentes. Alors que si on est dans une vision plus restrictive, on va demander plus de propriétés communes, et donc des propriétés qui pourraient paraître secondaires. Et après, donc, il va y avoir tout un débat qu'on a fait sur comment est-ce qu'on détermine des propriétés qui sont principales et celles qui sont secondaires, et est-ce qu'on va partir carrément dans une classification de propriétés principales, secondaires, tertiaires. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'était klal ou prat uchlal. Ensuite, la mida qu'on a vue après ça, c'est klal atzaïr et prat, et prat atzaïr et klal. D'accord ? Alors là, un klal qui a besoin du prat pour sa définition, et un prat qui a besoin du klal pour sa définition. Et le problème, c'est que, formellement, ça ressemblera à un klal ou prat classique ou à un prat ou klal classique. Ce sera juste, la Torah, elle va juste énoncer un cas général suivi d'un cas particulier, sauf que parfois, on va dire c'est pas un klal ou prat classique, c'est un klal qui a besoin du prat et réciproquement. Donc le cas qu'on a vu en particulier, c'est celui de Kisui Adam. Kisui Adam, c'est une mitzvah qui demande que quand on fait la shrita, l'égorgement rituel, pour consommer un animal qui est susceptible d'être amené en sacrifice, un bœuf ou un agneau ou une chèvre, etc. De la même manière que si on l'apportait en sacrifice, il faudrait que son sang soit aspergé sur l'autel et le reste du sang versé au pied de l'autel. De la même manière, si on l'égorge pour la consommation profane, le sang doit couler au sol. Comme ça. Par contre, s'il s'agit d'un animal sauvage, comme, je ne sais pas, du cerf ou des choses comme ça, ou, plus couramment, des oiseaux comme du poulet, on n'apportait pas des poulets en sacrifice au Beth Amikdash. Donc là, il y a une mitzvah de Kisui Adam, de couvrir le sang avec de la terre. Okay. Et là-bas, la Gemara se pose la question, est-ce que le verset dit vous le couvrirez avec de la terre? Et la Mishnah explique que c'est pas forcément avec de la terre, ça peut être avec du sable, ça peut être avec toute chose qui ressemble un peu à de la terre, qui en gros s'effrite et comme ça, je sais pas comment on dit, voilà, et qui va absorber justement, d'accord, et qui va absorber. Mais tu peux pas jeter une pierre dessus, par exemple. Et là-bas, les Chachamim disent, mais attends, si le fait de couvrir, c'est la notion générale, et qu'après on te spécifie, il faut couvrir avec de la terre, tu devrais me faire un klal ou prat, et me dire, couvrir, j'aurais pu penser, je peux couvrir avec n'importe quoi, et avec de la terre, eh ben, c'est le cas spécifique dont je n'ai droit de couvrir que avec de la terre. Donc pourquoi est-ce que tu m'élargis à tout ce qui ressemble à de la terre? Et là, la Gemara explique, en réalité c'est Rashi qui explique, et notre commentaire fait énormément appel à Rashi et à Tosfot, donc ce shiur-là, c'est ça qui est formidable dans ce shiur, c'est que non seulement on fait un texte qui est bien structuré, bien logique, mais on voit des passages partout dans la Gemara, et on apprend à bien étudier Rashi et Tosfot à fond, quoi. Et donc Rashi il explique, non, parce que genre, si tu m'avais dit juste couvrir, en fait, couvrir, ça peut vouloir dire deux choses qui sont très différentes. C'est-à-dire, couvrir, moi j'aurais pu penser, tu prends un bol et tu le mets par-dessus. Tu vois, j'ai couvert. D'ailleurs, dans plein d'autres cas, on voit que couvrir, ça consiste à ça. À mettre un truc qui est séparé comme un couvercle.
Et alors que couvrir avec de la terre, comme tu l'as dit, ça va absorber. Donc à la limite, c'est presque des homonymes, les deux façons de couvrir. Ok. C'est ce qu'on pourrait appeler, en gros mots kantiens, l'amphibologie du concept de couvrir. C'est un mot amphibien, d'accord, qui peut vouloir dire deux choses qui ont un lien, mais qui veulent dire quand même deux choses bien différentes, quoi. Et à l'inverse, si j'avais eu que Afar, la terre, sans me dire Vechisaou, si j'avais que le prat sans le klal, s'il m'avait dit Veshafar Barafar, que ça doit être versé sur la terre, ben j'aurais compris, bon, il faut que ce soit versé sur la terre, mais j'ai pas besoin de mettre de la terre par-dessus. Donc j'aurais pas compris ce qu'il faut faire avec la terre. Okay. Donc c'est pour ça que les deux s'éclairent réciproquement, et que donc on va pas réduire le klal au prat, mais les deux vont s'éclairer, et que donc du fait que le prat vient nous expliquer quel est le sens du klal, donc il vient pas en plus restreindre le sens du klal, il vient juste, les deux viennent s'éclairer réciproquement. Okay. Et là, actuellement, on est dans une autre mida, et on va peut-être faire, mais très 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 rapidement la sugya, parce qu'elle est extrêmement compliquée, mais comme ça vous aurez le pied à l'étrier pour la prochaine fois. C'est Kol davar shaya bichlal veyatsa min haklal lelamed, lo lelamed al atzmo la yatsa, et lelamed al haklal klo yatsa. Toute chose qui était déjà dans un klal, et que on répète pour enseigner quelque chose, en tant que prat, c'est pas juste pour enseigner quelque chose sur lui, mais c'est pour enseigner quelque chose sur toute la catégorie. Okay. Et alors, la sugya qu'il y a là-dessus, elle est dans Shevuot. Alors, je vais vous la faire comme ça, au talent, comme disent les enfants, parce que non, c'est casser la tête, grave. Je suis encore en train de me casser la tête dessus, elle est vraiment compliquée. Donc, c'est en Shevuot, Vaz, Rav Amud Bet et Zayin Amud Aleph. Okay. La question là-bas, elle est comme ça. Elle est, donc comme je l'ai dit au début, on a des versets qui nous disent, si quelqu'un il a fait un truc qu'il n'aurait pas dû faire en étant tamé, en étant en impureté, alors il doit apporter un korban olé veyored, un korban à valeur variable. Okay. Et alors, la Gemara elle se pose la question, d'où on sait que ce verset-là, il parle au fait d'être rentré dans le Beth Amikdash en étant tamé, ou d'avoir mangé de la viande sacrificielle en étant tamé. Okay. Et alors, elle répond, vu que on a d'autres versets qui nous disent que si on a que c'est interdit de rentrer dans le Beth Amikdash en étant tamé, et que c'est interdit de manger de la viande sacrificielle en étant tamé. Et on a encore deux autres versets qui nous disent que si on a mangé de la viande sacrificielle en étant tamé, on est chayav karet. Vous voyez ce que c'est, chayav karet? Chayav karet, c'est une punition divine qui fait que la personne, elle va, alors il y a différentes interprétations, soit elle va mourir prématurément, soit elle va mourir sans descendant, soit son âme va être annihilée après la mort, etc. Mais c'est en gros la punition la plus grave qu'il puisse y avoir. Okay. Typiquement, quelqu'un qui transgresse Shabbat, en théorie, il est passible de mort par un tribunal humain. Quelqu'un qui transgresse Kippour, il est chayav karet. Voilà. D'accord. Donc là, il dit voilà, on a deux interdits bien précis pour quelqu'un qui mange des corbanotes en étant tamé ou qui rentre dans le Beth Amikdash en étant tamé. Et avec la même punition. Donc voilà, on a une catégorie qui est construite, on sait que ça parle de ça. Et ensuite, le Talmud demande d'où on sait que... mais pourquoi tu n'inclus pas Trouma? Trouma, c'est la portion des prélèvements agricoles qui a un statut sacré aussi, qui peut être mangé que par les Kohanim, et que quand ils sont en état de pureté. D'accord. Donc là aussi, ça rentre. Pourquoi ça rentre pas dans la même logique? Pourquoi tu exclus cette catégorie-là? Okay.
Et donc le Talmud dit non, mais parce que justement ça, c'est pas chayav karet, c'est chayav mita bidei shamayim, c'est-à-dire que c'est pas punissable par un tribunal humain non plus, mais c'est punissable par Dieu, que Dieu va faire mourir cette personne. Euh, et on n'a jamais, il n'y a aucun cas dans la Torah où on voit qu'il y a un sacre, que si la personne elle encourt cette peine-là, si elle le fait exprès, si elle ne le fait pas exprès, elle doit apporter un sacrifice. Okay. C'est pour ça que je ne fais pas rentrer. Bon, après, voilà, bref, on détaille. Je ne vais pas tout faire parce que ça devient vite très très compliqué. Mais après, ce qui va se passer, c'est que Rava, un des Amoraïm, va dire il y a 3 versets qui viennent nous enseigner qu'on est chayav karet si on consomme un certain type de sacrifice qui s'appelle shelamim. Okay. Et il va dire il y en a un qui est un klal, et l'autre qui est un prat, et le troisième qui est libre pour nous enseigner à propos justement du Beth Amikdash. C'est des questions très compliquées, on aura l'occasion d'y revenir la prochaine fois. Et Rashi ici va nous dire, ici quand on dit klal ou prat, c'est pas un klal ou prat classique, c'est cette mida-là de kol hayotze min klal et lamed. Ça on l'a pas encore vu, on verra la semaine prochaine, mais c'est ça l'idée. Ok, donc globalement c'est ça le parcours qu'on a fait depuis 1 an et demi. Donc, vous prenez la logique de la chose, c'est qu'on est en train... Et pourquoi moi j'ai voulu faire ce shiur-là? Parce que ce genre de choses, on le voit jamais en yeshiva. C'est-à-dire que alors, ça revient partout dans le Talmud. Ça revient aussi bien dans des traités très classiques que tout le monde fait, que des traités qui sont très rarement étudiés. Et de fait, les passages clés où ils sont vraiment analysés, c'est en général dans des traités qui sont peu étudiés. Donc déjà, on ne voit pas ces passages-là. Et quand ça intervient dans d'autres traités, on a tendance à passer un peu plus vite parce que comme vous le voyez, c'est vraiment à la fois de l'analyse sémiotique et c'est beaucoup de l'analyse de versets. Et c'est pas tellement des discussions, comme on dit, de svara, c'est-à-dire voilà, de logique qui peuvent s'opposer, etc. Donc en général, on a tendance à aller un peu vite. D'autant que le gros problème qu'on a sur cette soubia-là, c'est sur quoi je suis en train de travailler là, c'est que la Gemara nous dit oui, alors t'inquiète pas, alors là on a ce verset sur Korban Olev et Yored, on ne sait pas exactement à quoi il correspond, mais sur le fait que c'est interdit de rentrer au Beth Amikdash en étant tamé, que c'est interdit de manger des kodashim en étant tamé, et que c'est chayav karet l'un et l'autre, t'inquiète, il y a des versets précis là-dessus. Alors Rashi les ramène. Il y en a 3 sur 4 où ça marche pas du tout son affaire. Donc voilà, c'est ça qui est sympa aussi, c'est que c'est un shiur de Gemara où on est obligé d'avoir le chumash à côté, quoi. De se dire, attends, au lieu de prendre pour argent comptant que oui, le verset s'interprète comme ça, on est obligé d'aller prendre le chumash et se dire, attends, ce verset, il est où exactement? Il dit quoi? Il y a quoi qui est dit avant? Il y a quoi qui est dit après? Est-ce que c'est bien ça le contexte premier? Ou est-ce que la Gemara, elle est en train déjà de nous extraire la chose pour lui faire dire autre chose que ce que ça a l'air de dire, quoi? Donc voilà, donc c'est ça l'idée. Et voilà, c'est pas mal déjà. Ah, ça va. C'est une approche que j'avais jamais entendue. Pourtant, ça a l'air d'être quand même fondamental. C'est hyper fondamental. J'ai l'impression que pour comprendre, pas être capable de comprendre des discussions ou des conclusions dans les textes. C'est hyper important parce qu'en fait, c'est un des outils d'analyse de la Gemara. Quand la Gemara, elle analyse la Mishnah. Elle fait ce travail-là. Parce que typiquement, la Mishnah, elle ne te ramène pas ses sources. Okay. Donc, à chaque fois, le premier travail de la Gemara, c'est de se dire d'où la Mishnah, c'est ça. À partir de quel psukim. Et de fait, elle va ramener des choses qui sont, en général, dans les Midrashé Halacha, dans Sifra, Sifré, Mechilta, c'est-à-dire
les travaux des Amoraïm qui font ce travail-là d'aller chercher dans les psukim d'où on apprend les halachot. Ok. Et donc, elle va faire un vrai travail là-dessus. Et ça, c'est très peu. En général, on zappe un petit peu. Et en plus, les Amoraïm, ils font pas que discuter entre deux svarot, ils discutent aussi de comment est-ce que les Tanaïm, ils ont appliqué tel ou tel mida. On aura l'occasion de le voir plusieurs fois. Soit ils le font eux-mêmes, soit ils essayent de comprendre comment est-ce que les Tanaïm, ils ont établi en fonction des psukim qu'on a, en disant oui, mais attends, donc tu me dis oui, ça vient de tel verset, et de telle particularité de tel verset. Mais attends, moi j'ai une tradition que les Tanaïm, ils apprennent une autre loi de cette particularité. Donc il est plus libre ton verset, tu peux pas apprendre deux trucs de telle particularité. Ça c'est une des spécificités du Midrash Halacha. C'est que normalement, chaque particularité du verset vient enseigner une loi. Tu ne peux pas déduire 15 000 trucs de la même bizarrerie. Donc, c'est vraiment un travail de puzzle, quoi. Mon fils s'est remis au Lego, là, à fond. Donc, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire, t'as des caisses avec des pièces, et tu te dis, il faut monter un truc. Et ça doit ressembler à ça. Et tu dis, attends, mais cette pièce-là, elle va pas. Non, mais tu me dis, je dois mettre cette pièce-là, mais cette pièce-là, j'ai déjà mise là, donc ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est top parce que ça t'oblige vraiment à bien connaître le Chumash. Okay. Et ça me fait penser à quelque chose que Rambam il dit dans l'introduction de son commentaire à la Mishnah dans Kodashim. Kodashim, c'est l'ordre de la Mishnah qui parle que des sacrifices, que des korbanot. Et il dit, c'est quand même un truc de dingue. Il lui dit, un peu mieux, mais en gros, c'est ça qu'il veut dire. Il dit, c'est quand même un truc de dingue que tout ce qui est les lois des sacrifices, c'est ce qui est le plus détaillé dans la Torah, et c'est ce que les gens connaissent le moins. On n'en fait pas, mais je veux dire, tu vois, t'es toutes les semaines à la synagogue, tous les Shabbats, ça fait... On les dit. Tu vois, on les dit, tu les lis, tu les relis, etc. Après, quand on donne les détails... et donc là, non seulement ça permet de bien travailler ça, en tout cas quand on fait des sougiotes là-dessus, mais c'est des sougiotes qui reviennent partout parce que c'est pas que les korbanot, ça va être toutes les lois de Touma et Tahara qui sont aussi hyper importantes, qui reviennent partout, qui rentrent dans des kalvachomer, même dans d'autres halachot, etc. Toutes les lois de kashrut qui sont là-dedans aussi. Voilà. Il y a quand même beaucoup de matière qu'on connaît peu, et surtout ce qui est intéressant, c'est que quand tu es obligé de travailler la logique des versets, comme on le fait ici, tu es obligé de te dire, justement, là, toi, il est en train de me dire, ok, donc tel verset, ça m'enseigne que j'ai pas le droit de rentrer au Beth Amikdash étant tamé. Alors, toi, tu me le dis, ok, c'est sympa. Moi, je vais voir dans le Chumash, je fais, mais attends, mais là, on parle pas du tout de quelqu'un qui rentre dans le Beth Amikdash en étant tamé. On parle d'un Kohen qui a une déformation physique et donc il n'a pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash. C'est pas du tout le même sujet. Et donc tu es obligé de te dire, attends, ok, donc ça c'est dans quel passage de la Torah? Et qu'est-ce qu'il y a avant? Qu'est-ce qu'il y a après? Et donc d'analyser vraiment la structure de comment est-ce que ces sujets-là qui ont l'air d'être jetés en vrac dans Sefer Vayikra, comment est-ce qu'il y a une structure? Donc ça c'est top. Et tu vois ensuite que Rashi et Tosfot, ils font aussi ce travail-là, d'aller identifier les versets, d'aller discuter, non mais ça fonctionne pas. Tosfot fait aussi énormément ce travail de se dire, mais attends, toi tu me dis qu'on l'apprend comme ça, mais on aurait aussi pu l'apprendre d'une autre façon. Pourquoi? Alors, parce que, pour le coup, on a parlé de Shaul Kripke qui fait de la logique modale. Tosfot, ils sont déjà dans la logique modale. C'est-à-dire, Tosfot, ils ont dans la tête non seulement le Talmud tel qu'il est, mais le Talmud tel qu'il aurait pu être. Okay. C'est-à-dire, le Talmud me dit, voilà, le raisonnement, il est A, B, C, mais attends, j'aurais pu avoir A, B', C, ça aurait marché aussi bien. Donc pourquoi tu as A, B, C et pas A, B', C? Pourquoi est-ce qu'on a privilégié telle logique au lieu de telle autre logique possible? Donc tu fais ce travail-là. Et après, ça donne aussi des outils pour faire tout le reste, parce que il y a des grands commentateurs comme le Marsha ou comme le Pnei Yehoshua, etc., les grands commentaires
classiques de l'Agmara. Il travaille aussi beaucoup comme ça. Pas forcément d'Avka à partir des 13 midotes, mais sur cette logique-là vraiment de pas à pas, de qu'est-ce qu'on est en train de dire, qu'est-ce que chaque étape du raisonnement, etc. Donc c'est vraiment un travail comme ça. Et donc, ce qui est formidable, c'est qu'on voit plein de traités, c'est-à-dire depuis 1 an et demi, on est allé faire des soubiotes dans Kiddushin, dans Ketuvot, dans Choulin, dans Bechorot, dans Nazir, dans Baba Kama, dans Baba Metsia, là dans Shevuot, donc ça part dans tous les sens. Donc voilà. Bon programme. Bon. Est-ce que ça s'accompagne d'une lecture personnelle conseillée, de bibliographie conseillée, ou le fait de venir, d'être assidu et de regarder... où vous en êtes, vous, en termes de niveau d'hébreu, de niveau de lecture? Moi, j'en suis débutant. Vraiment, je ne sais pas parler hébreu, je connais 50 mots ou 100 mots. Donc, je pars de zéro. Ouais, je sais réfléchir pas. On est tous partis de zéro. Et toi? Moi, ça va. Voilà. J'ai fait quand même du Kodesh à l'école. Ok. Ça me parle des archives, tout ce qui me parle. J'ai de manière. Ok. Moi, je connais en ligne, je ne veux pas dire que je connais bien les rachis, mais ça va. Ok, très bien. Non, donc de toute façon, moi je lis et je traduis tout. Et je traduis en français. Je suis pas là, juste. Je veux dire, on est en araméen. Non, parce que tu sais, il y en a qui traduisent, mais en fait, un mot sur deux, il reste en hébreu. Donc, Traduis d'hébreu à l'hébreu. Donc, de l'hébreu au franc-breu, donc t'as pas trop avancé. C'est déjà un papier, Et après, de toute façon, sur Internet, vous connaissez Sefaria. Oui. Okay, donc là, tu as toute la Gemara qui est traduite en anglais, etc. Donc tu peux bosser des choses. C'est bien fait. Alors il faut savoir qu'il y a un des fidèles du Chiour qui vient, qui ne lit pas une lettre d'hébreu. Okay. Mais il comprend tout, il analyse tout, il révise, machin, il bosse et tout, il lit les sources en traduction. Donc c'est faisable, quoi. Ouais, okay. Voilà. Parce que ça me fait penser, parce que dans Paracha Shimini, dans Vaïtra, il y a un moment où on cite quatre animaux qui ont une des deux conditions pour être cachère. Exactement. Je sais qu'on tire de ça, comme c'est Rachid, que je me trompe, que pourquoi est-ce qu'on cite les quatre? Parce que c'est que les quatre qui ont l'un ou l'autre, et que si jamais on voit une espèce qui a ni l'un ni l'autre, qui a un pour lequel il lui manque un des deux, il a forcément pas les deux. Ou s'il a un des deux, il a forcément les deux. C'est-à-dire qu'il y a que les quatre espèces qui ont soit le sabot fendu mais qui ne reminent pas. Bon, c'est quatre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si tu arrives, si tu vois que les sabots, mais que la bête elle est morte et tu peux pas savoir comment il était son estomac, s'il ruminait ou pas, mais que tu peux identifier qu'il fait pas partie des espèces. Exactement. Du coup, ça m'intéresse sur quelle justement méthode a été utilisée pour conclure que c'est que les quatre. On regardera ça. C'est pas une généralisation. Du coup, ça fait du sens, ça va être un rachat. Voilà, donc ça c'est la tâche qui nous attend. Bon, on va s'arrêter là parce que j'ai ma fille qui sort du cinéma. Merci beaucoup.